Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Arrière-Scène, le podcast où on discute de la culture, de ses acteurs et des expériences qui y sont liées. Je m'appelle William, je suis auteur, metteur en scène, directeur artistique et formateur et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vous ai annoncé à la fin de l'épisode 1 et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le théâtre universitaire. Si vous avez suivi le premier épisode d'Arrière-Scène, je vous parlais dans la seconde partie de ma rencontre avec Shakespeare lors d'une représentation de Richard III au Théâtre National de Bretagne, qui a été un véritable tournant dans ma vie. C'était, comme je le disais, le début de beaucoup de choses. J'ai quitté ma formation en cinéma pour me tourner vers les études de théâtre et j'ai commencé à avoir envie de monter mon propre spectacle. C'est d'ailleurs à cette même période que j'ai fait la rencontre de personnes fantastiques, dont Ondine Simoneau, qui est doctorante en sciences cognitives et qui travaille notamment sur le théâtre. C'est aussi une personne qui est artiste photographe et avec qui j'ai eu le plaisir de créer la compagnie Les Richards Leptiques. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails de la création de ma compagnie parce que bien évidemment vous vous en doutez, je vous réserve un épisode qui sera exclusivement centré sur notre travail et sur la manière dont on peut fonder une compagnie de théâtre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou à me le faire savoir sur mes réseaux sociaux pour que je puisse prévoir un épisode plus approfondi sur le sujet. Bref, cette période de ma vie, elle a été assez incroyable et vous l'aurez compris dans ce premier épisode, ça a été le début de beaucoup de belles choses, de projets, de rencontres et je sais à l'heure actuelle que j'en serais pas là si tout ça s'était pas aussi bien aligné et aussi bien passé. Dans tout ça, il y a eu un autre moment charnière qui m'a permis de me découvrir en tant qu'artiste et ça a été ma rencontre avec les associations universitaires. Les associations universitaires, ce sont des associations qui naissent et vivent sur un campus et dont la plupart des événements se passent eux aussi sur le campus en question. Le fonctionnement avec l'université est propre à chaque établissement, mais l'objectif, ça reste le même, c'est de permettre aux étudiants de se forger une expérience, de rencontrer du monde et de mettre en place des projets. Depuis 2020, on compte environ 250 000 associations universitaires actives dans les domaines de la culture, du sport, du soutien académique, de l'insertion professionnelle et de l'engagement social. Pour vous donner un ordre d'idée, il existe aujourd'hui près d'1 500 000 associations en activité en France. Les associations universitaires représentent donc à peu près 16% des associations actives sur le territoire. Je ne sais pas si ces chiffres vous font réaliser, mais les assos universitaires, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la vie étudiante et ça a une vraie place dans le paysage associatif. Mais parlons un peu plus en détail du théâtre universitaire. S'il existait déjà sous des aspects beaucoup moins formels dans les universités européennes et américaines depuis des années, c'est en 1933 que le théâtre universitaire a véritablement pris un tournant avec la création de la troupe des Théophiliens. Mais alors, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est ? Les Théophiliens, c'est une troupe de théâtre universitaire française qui a été créée dans les années 1930 par Gustave Cohen. Gustave Cohen, c'était un professeur d'histoire de la littérature médiévale qui a travaillé pour de nombreuses universités comme la Sorbonne où il a fondé la troupe. Son objectif, il est assez simple, il souhaite redonner vie à des textes de la littérature médiévale. Et c'est ainsi qu'il monte, avec son groupe d'étudiants, ce qu'on appelle des mystères. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas fait une formation en art du spectacle, ou bien qui auraient oublié cette partie de leur cours, on va refaire un point. Le mystère, c'est un genre théâtral qui est apparu au tout début du XVe siècle. Les sujets traités sont la majeure partie du temps des sujets religieux. Les mystères sacrés parlent de sujets bibliques, tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les mystères religieux, eux, sont tirés pour la plupart de la vie des saints, et les mystères profanes puisent leur sujet dans l'histoire. Ces formes, elles étaient écrites en vers et jouées devant la ville entière, et mettaient en scène d'énormes machineries. Les représentations se tenaient pendant des journées entières, voire durant plusieurs semaines, sous format d'épisodes. Les mystères, ça proposait vraiment des images ambitieuses. On veut marquer les esprits par le visuel, on crée des apparitions, certains personnages comme les anges volent, et l'intrigue mêle des moments fantastiques et terrifiants, voire sanguinolents. On reconstitue des batailles, des épisodes bibliques, on y voit des démons, des chevaliers, le ciel, l'enfer, bref, du grand spectacle tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans les salles à une époque où on était encore bien loin des théâtres nationaux. Imaginez maintenant que vous êtes un étudiant ou une étudiante. On est dans les années 1930 et vous vous rendez en amphithéâtre pour assister à un cours de Gustave Cohen. Lui vous parle des mystères médiévaux et, passionné par ce qu'il vous raconte, il vous dit pour plaisanter « Si vous portiez à la scène le miracle de Théophile, il reprendrait peut-être ses couleurs de vitrail. » Et bien c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Sauf que Cohen, lui, il fait une blague à ses étudiants. Mais ses étudiants, ils sont très sérieux et ils prennent ses propositions au pied de la lettre. Alors après un travail acharné, il représente le 7 mai 1933 le miracle de Théophile en fondant ce jour-là la troupe des Théophiliens.
Le truc, c'est que c'était sans compter sur la qualité de leurs propositions, puisque le groupe va carrément effectuer une tournée en Europe avec son spectacle, avant de monter dans les années qui suivent d'autres formes. En 1936, l'exemple des théophiliens mènera à la création du groupe de théâtre antique, qui, un peu sur le même modèle, montera quant à lui du théâtre grec. Cette nouvelle troupe va en partie prendre la relève, notamment lorsque les premiers membres des théophiliens disparaîtront en 1955. Ce qui m'a sauté aux yeux lorsque je me suis penché sur la partie recherche historique de cet épisode, c'est à quel point le sentiment que j'avais lors de mes années d'études concernant le théâtre universitaire, ça semble être une réalité, et ce depuis des années. De quoi je parle ? Du fait que le théâtre universitaire a une vraie place dans le paysage culturel. Les reprises des mystères par les théophiliens et celles des formes classiques par le groupe de théâtre antique, elles ont participé à un retour de ces formes anciennes sur scène. Et on peut facilement imaginer que si ces formes ont fait une tournée en Europe, c'est que le public était au rendez-vous. Et si le public est au rendez-vous, alors l'intérêt pour ce genre de spectacle a dû sacrément croître. Pour preuve, en 1935, donc on le rappelle, 2 ans après la représentation des théophiliens, Pierre Aldebert, qui fut le prédécesseur de Jean Vilar à la direction du Théâtre National Populaire, imagine, lui, de reconstituer sur le parvis de Notre-Dame le mystère de la Passion d'Arnoux Gréban. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien prononcé le nom de cette personne, mais dans le doute, on va dire que c'est bon. En choisissant de jouer dans ce lieu, il reprend la forme de représentation la plus connue des mystères médiévaux. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour historique du théâtre universitaire, il est temps pour moi de vous faire un partage d'expérience qui me permettra de développer et d'expliquer mon propre point de vue sur la question. Durant ma seconde année d'études, j'ai franchi le pas de rejoindre une association de théâtre qui est installée dans mon université depuis des générations. Grâce au bouche à oreille et à un ami qui était bénévole pendant un de leurs festivals, je me suis renseigné et j'ai décidé de rejoindre l'aventure. À cette époque, j'avais absolument pas conscience de l'impact que cette décision allait avoir sur moi et sur ma carrière. Pendant 4 ans, j'ai évolué au sein de l'association en occupant tour à tour différents postes. Pour ce qui est de la scène, j'ai d'abord été metteur en scène, puis metteur en scène et comédien. J'ai par la suite été, en plus de mes projets, en soutien à la mise en scène pour une bonne quantité de spectacles de personnes que je connaissais et que je connaissais pas. Et en parallèle de ces projets, je me suis aussi investi au sein de l'administration de cette association, en commençant comme responsable d'un atelier de théâtre ouvert à tous et à toutes, pour devenir ensuite responsable des partenariats et des activités de l'asso, pour terminer comme responsable des festivals lors de ma dernière année d'études. En gros, une belle ribambelle de postes. Grâce à ces engagements bénévoles et au temps que j'ai pu accorder à cette association, j'ai pu quitter l'université avec un super bagage. D'un côté, j'avais validé ma licence en art du spectacle et de l'autre, j'avais une forte expérience dans pas mal de domaines. J'estime aujourd'hui que ces années dans l'association ont clairement forgé une grande partie de mes connaissances. Bien que j'ai poursuivi des études théoriques dans le théâtre, ce qui m'a permis d'avoir un super bagage pour comprendre le milieu dans lequel je souhaitais évoluer, force est de constater que sans pratique, c'est difficile de se forger comme artiste. N'en déplaise à certains de mes professeurs qui ne juraient que par leur discipline en oubliant qu'on était 90% de notre promo à vouloir être sur scène ou en coulisses. Je me rappelle encore d'un cours en master où un de mes profs a dit à un de mes amis « Mais qu'est-ce que vous faites là si vous voulez être comédien? Vous devriez être dans une école, c'est pas en faisant l'université que vous allez y arriver. » Et je sais que beaucoup de personnes pensent la même chose. Le fait est qu'on en parlera dans un épisode dédié de la question des formations en théâtre et de s'il est nécessaire ou non d'aller dans une école pour réussir. Étant donné ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez déjà une idée de mon avis sur le sujet. Mine de rien, dans cette histoire, c'est grâce à mes projets en association universitaire que j'ai pu remettre en question les invectives vis-à-vis de la professionnalisation dans le théâtre. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'en suis vraiment très heureux. Comme je le disais, j'ai fait mes armes de metteur en scène et d'auteur directement sur le terrain. J'ai pas attendu de me former d'une quelconque façon pour tenter ma chance. Je me suis dit, je dépose un dossier et on verra bien. L'association que j'ai rejointe, elle a un fonctionnement que j'aime beaucoup. En début d'année, n'importe qui peut déposer un projet de spectacle. Une sélection est faite par le conseil d'administration et les projets retenus pourront être mis en œuvre par son ou ses porteurs. Le cadre proposé, il est super. Il y a un petit financement pour chaque projet soutenu, une salle avec un créneau de répétition par semaine, une aide administrative si besoin et 2 dates de représentation durant les événements de l'association. En somme, c'est du grand luxe pour expérimenter sans se prendre la tête. À la rentrée 2016-2017, j'avais terminé d'écrire mon premier spectacle que j'ai donc proposé, Charles IV. Pour les personnes qui suivraient ma compagnie et qui nous auraient vus en tournée, oui, on parle bien du spectacle qu'on a joué à Paris l'année dernière. Et vous savez le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on a refusé mon spectacle à l'époque.
Je vous l'ai dit dans l'épisode 1, mon aventure théâtrale, elle est vraiment mouvementée, et je vous ai pas menti. L'association en question dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle propose 2 formats de spectacle, le format en salle et hors salle. Le fait est que j'avais déposé mon dossier pour créer un spectacle en salle. Et le conseil d'administration a jugé à l'époque que j'avais pas assez d'expérience pour ça. On m'avait donc proposé une alternative, si je voulais vraiment monter mon spectacle, je pouvais le faire, mais au format théâtre de rue. Et vous savez quoi ? J'ai tellement été vexé qu'on me dise non que j'ai accepté, en me promettant une chose, c'était que j'allais donner tort à absolument tout le monde en prouvant la qualité de mon travail. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai réussi. On a fait exploser la jauge de public pour un spectacle en extérieur et on a tourné le spectacle sur plusieurs dates en dehors des événements de l'association. Après l'année universitaire, j'ai mis fin au spectacle pour m'attaquer à une nouvelle création, mais le fait est qu'au final, je l'ai repris 2 fois, parce que la demande du public était trop forte pour qu'on ferme les yeux dessus et qu'on refuse de rejouer. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le comprendre, j'ai d'ailleurs le plaisir de vous informer qu'on propose encore ce spectacle. Bien sûr, depuis 2016, mon écriture, elle a évolué, j'ai donc réécrit le texte entre-temps, et l'équipe, elle aussi, elle a changé. Alors n'hésitez pas à venir nous voir si on passe près de chez vous, et si vous êtes programmateur ou programmatrice, je vous assure qu'on en vaut la peine. Et cette fois-ci, bien évidemment, on joue en salle. Ce que je veux vous partager en vous parlant de cette période de ma vie, c'est qu'on n'a pas besoin de suivre de formation pour s'exercer. Si on a la prétention de faire de l'art, mais on ne fait que reculer l'échéance de l'échec, de l'expérience ou du refus, alors on aura toujours du mal à avancer. Le théâtre universitaire, ça m'a permis de comprendre ça. C'est pas parce qu'on nous dit non, du point de vue institutionnel, que le public ne sera pas au rendez-vous. Alors on monte un projet, un deuxième, un troisième, on se remet en question, on réfléchit, on prend des pauses, on intensifie le rythme, bref, on fait et on crée. Et c'est pour ça que ce qu'on propose va finir par plaire. Toute mon expérience, je l'ai construite sur le terrain. On m'associe donc la plupart du temps à un artiste autodidacte. Mais c'est pas un terme dans lequel je me retrouve, parce que j'avais quand même un cadre associatif, j'avais des finances, j'avais un lieu et je poursuivais une formation dans le même domaine. Ce que ça m'a appris, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par une école prestigieuse pour faire du théâtre. L'important, c'est de pratiquer et de construire petit à petit l'artiste qu'on est et ce qu'on a envie de montrer et de défendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution là-dedans. Sincèrement, je pense pas que j'aurais aussi rapidement compris quel était mon théâtre si je n'avais pas eu la chance d'avoir ces expériences. J'aurais pas non plus rencontré les personnes avec qui je travaille depuis lors, comme ma compositrice, ma chargée de diffusion ou encore une de mes comédiennes. Il faut comprendre que les associations universitaires, c'est souvent des viviers avec plein de talents et plein de personnes qui sont prêtes à prendre des initiatives. C'est un lieu où on peut expérimenter, où les erreurs ne sont pas du tout un obstacle, à contrario de la sphère professionnelle. Ça nous permet d'apprendre à se débrouiller avec peu, à s'adapter, à trouver des solutions innovantes pour faire vivre une pièce, et même avec des ressources limitées. Et que ce soit clair entre nous, ces ressources limitées, on y est tous et toutes confrontés quand on décide de professionnaliser nos activités. J'en veux pour preuve une fois encore ma propre expérience. Lors de ma dernière année universitaire, on s'est pris le Covid en pleine face. Obligé d'arrêter tout, on savait pas pour combien de temps, ça nous a cassé dans un rythme de travail qui était franchement à l'époque super bien parti. On commençait à avoir des plans pour potentiellement faire tourner notre nouveau spectacle et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ça a été très très dur à accepter, d'autant que le milieu du spectacle a pris 2 voire 3 bonnes années à se remettre sur les rails après ça. Sauf que 2-3 ans après ma dernière année de master, j'étais plus à la fac. Ce qui veut dire que j'avais absolument plus accès ni à l'association, ni même aux demandes d'occupation de salles en autonomie. On s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain à se demander si notre projet de professionnalisation avait même encore un sens. Finalement, grand bien nous fasse, on a obtenu un lieu et ça nous a permis de nous relancer. Pour autant, ce transfert a tué le spectacle et j'ai décidé de le suspendre pour repartir sur la réécriture de Charles IV. Mais là-dedans, on a pris la réalité en pleine face. Le lieu, c'est une chose. Ne plus l'avoir, c'est compliqué, mais ça peut se gérer. Mais les financements, ça a été le plus dur. Comme je le disais, dans l'association, on avait une enveloppe par spectacle et la possibilité de faire appel à des financements de l'université. Sauf que quand tu sors de ces rouages, que la ville refuse de soutenir ton projet émergent et que t'as plus non plus de recours à la fac parce que t'y es plus, alors tu dois apprendre à créer un spectacle avec un bâton et une ficelle. Et c'est à cette période que j'ai commencé à me questionner sur mon théâtre. J'adorais ce que je faisais, j'adorais mon projet, mon équipe, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était le pourquoi. Pourquoi est-ce que je raconte ça ? Pourquoi est-ce que je fais ce choix de casting ? Pourquoi est-ce que je vise tel ou tel rendu final ? Ces questions que je pensais très peu utiles quelques années auparavant, elles m'ont semblé évidentes dès que j'ai quitté la fac. Et il y a eu un déclic, j'avais enfin compris ce à quoi m'avaient préparé mes années universitaires. Parce que finalement, quand on prend du recul, qu'est-ce que j'ai appris grâce à mon expérience en asso ? Déjà, à monter un dossier de projet pour le défendre devant un jury pour obtenir des financements.
Ensuite, monter des demandes de subventions, puis tenir des deadlines, assurer des représentations, assurer la communication de ces représentations et tous les à côté que je vais pas vous citer parce que ça va être très très long. Aujourd'hui, j'estime donc que si je suis capable de défendre bec et ongle mon théâtre, ce qui porte et ce qui défend politiquement, c'est parce que j'ai finalement acquis ces compétences nécessaires très rapidement dans ma vie. L'avantage du théâtre universitaire, c'est que tu peux te planter. Tu peux démarrer un projet qui n'arrivera pas à terme. Tu peux avoir un rendu moyen, peu importe. C'est un terrain d'apprentissage qui fait énormément de bien. Qui plus est, le théâtre universitaire, il est selon moi d'autant plus agréable qu'il est ouvert et accessible à tous et à toutes. On y croise autant des étudiants en théâtre, comme c'était mon cas, que des matheux, des chargés de com, des historiens. Bref, c'est un terrain où pour une fois, t'entends pas parler d'une bonne voie pour avoir accès au théâtre. C'est un espace où il y a tout le monde qui peut se rencontrer, qui peut travailler ensemble, qui peut créer. C'est un lieu de mixité et aussi, mine de rien, d'apprentissage intensif. Et finalement, on peut se poser la question, le théâtre universitaire, est-ce que ce serait pas ça le véritable théâtre public, dans tout ce qu'il prétend être, dans son accessibilité et dans son inclusivité? Je vous laisse sur cette réflexion en suspens, vous pouvez bien évidemment donner votre avis dans les commentaires si le cœur vous en dit. Pour clôturer cet épisode, j'aimerais m'adresser aux futurs étudiants. Si vous avez la chance d'arriver dans une université où la vie associative est dense, je ne saurais que trop vous encourager à vous investir. Vous y découvrirez des expériences humaines et artistiques qui, je vous le garantis, vous apporteront énormément dans votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Arrière-Scène. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à partager vos propres expériences de théâtre, que ce soit à l'université bien évidemment ou ailleurs. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on parlera pour le coup d'encadrement d'ateliers théâtre, où je vous donnerai des petits tips pour pouvoir mener à bien vos activités d'artistes intervenants. Je tiens à vous remercier pour votre patience concernant la sortie de cet épisode 2, j'ai été vraiment pris par le temps parce que pris en plein déménagement et organisation des fêtes de fin d'année. Alors encore une fois, merci d'avoir été patient et patiente et d'avoir sagement attendu ce nouvel épisode. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à prendre le rythme d'un épisode par mois. Bien évidemment, si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes d'écoute, à laisser un avis aussi, un commentaire et bien évidemment à laisser une petite note afin de permettre le référencement de ce podcast. Sur ce, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions.